Cette semaine, dans BBC Question d'argent, après 2 mois de sanctions économiques et financières, où en est le Mali? Le Mali offre aux voyageurs d'infinis paysages sauvages. Pourtant, la fréquentation touristique a chuté de 40% en 8 ans, compte tenu de l'insécurité. Et ne ratez pas notre chronique sur l'éloquence, une compétence indispensable dans le milieu professionnel. Bonjour et bienvenue à Bamako pour ce nouveau numéro de Questions d'argent spécial Mali. Malgré un contexte particulier compte tenu de la crise politico-sécuritaire, les acteurs économiques continuent de faire bouger le pays. Depuis plus de 2 mois, le Mali fait face à des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO. Entouré de 7 voisins, il importe environ 70% de ses denrées alimentaires. Donc même si l'embargo ne s'applique pas aux produits de première nécessité, il affecte tout de même l'économie. Les autorités maliennes demandent toujours à l'Union monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, de lever les sanctions. Regardez. Nous sommes en train de voir comment surmonter ces épreuves dures. Parce que vraiment l'embargo là, c'est dur, nous sommes fâchés. On est des pays frères. On ne fait pas ça à son frère. Vraiment, nous ne sommes pas contents. Parmi les produits qui ont le plus augmenté, l'huile alimentaire, qui a augmenté de 2500 francs les 5 litres. Le sucre aussi a augmenté de 50 francs le kilo. Nous avons monté le Front populaire contre la vie chère pour soutenir les familles les plus pauvres au Mali parce que avant même l'inflation, ce n'était pas facile. Les Maliens vivent au seuil même de la pauvreté. S'il faut encore augmenter, il fallait une bouée de sauvetage pour les familles pauvres pour que nous nous en sortions. J'ai rencontré plein de femmes qui se plaignent de l'embargo. Il y a des femmes qui font la lessive par jour. Donc les Maliens, la plupart des Maliens lambda vivent le jour au jour. Donc surtout les femmes, l'embargo la joue beaucoup sur les femmes et les enfants. Un secteur qui a beaucoup souffert ici au Mali, c'est le tourisme. Il y a fort longtemps, ce pays était considéré comme l'une des principales destinations touristiques en Afrique. Mais en proie à des violences depuis près de 10 ans, le Mali est devenu une zone à éviter pour les touristes étrangers. J'en ai parlé avec Fabiola Mbouy, directrice des complexes hôteliers ici à Bamako. Regardez. Fabiola, quelles ont été les conséquences de la crise sécuritaire ici au Mali sur votre activité? Il y a plusieurs conséquences. Déjà une chute de notre activité. Nous avons perdu au niveau de l'hébergement, nous avons perdu 40% de notre clientèle puisque nous avons plus une clientèle d'affaires et le fait que les frontières soient fermées, c'était quasiment impossible à ces personnes de pouvoir arriver chez Bamako. Donc 40% de notre clientèle au côté hébergement. Côté restauration, actuellement nous sommes à une perte de 15%. Il y a des jours, il y a des hauts et il y a des bas. Je crois que la population de Bamako actuellement fait très attention et beaucoup hésitent de sortir, de profiter de la vie. Je crois que l'insécurité inquiète tout le monde et au niveau de notre établissement, nous pouvons le constater malheureusement, oui. 40% de taux de remplissage au niveau de l'hébergement. Il y a 3 ans, oui. Vous étiez à 90%? Exactement, oui. Nous étions à 90%, nous avons même été élus l'un des maisons d'hôtes de Bamako, mais actuellement ce n'est plus du tout le cas. Alors revenons à vos débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le domaine du tourisme dans un pays en crise? Alors, je suis dans le tourisme bien avant la crise. Donc c'est une passion, c'est un métier que j'ai appris sur le tard et que j'ai énormément aimé. Et je ne me voyais pas faire autre chose. Le coronavirus a forcé les Maliens à découvrir des établissements chez eux à Bamako.
Non, pas forcément des Maliens, parce que nous avons, on va dire, la clientèle qui s'est retrouvée auto-confinée dans notre établissement était plutôt la clientèle étrangère. Ce sont des personnes qui se sont retrouvées bloquées à Bamako durant la période de Covid où les frontières étaient fermées. Donc, aucune possibilité de sortir du territoire. Ils ont réservé pour 2 ou 3 jours, ils avaient un financement pour 2 ou 3 jours et non pour 2 ou 3 semaines. Et la solution alternative qu'ils ont trouvée, c'est de se rabattre via des petites structures telles que la Villa Hulda et d'autres établissements. Donc le coût n'est pas très élevé pour un séjour. Et nous avons aussi accordé certaines réductions pour pouvoir avoir cette clientèle et permettre de pouvoir traverser l'étape de cette crise. Donc le coronavirus a été bénéfique pour vous? Le coronavirus a été bénéfique pour nous, oui. Voilà. Alors en tant qu'entrepreneur, j'imagine que chaque fois que vous entendez un nouvel événement comme les coups d'État en août 2020 et en mai 2021, vous tremblez? Oui. On va dire que nous vivons au rythme de la musique sécuritaire et géopolitique du Mali. C'est du jour au lendemain. Nous ne savons pas, lorsque nous nous levons le matin, nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas s'il y aura toujours des attentats, nous ne savons pas s'il y aura des élections, nous ne savons pas... nous ne connaissons pas l'avenir de notre activité. Tous les jours, nous essayons de tenir tant bien que mal. Nous essayons d'aller de l'avant et faire confiance aux autorités en place pour apporter la sécurité. Mais il est vrai que tous les jours, au nord du Mali, au centre du Mali, nous attendons qu'il y a eu 50 soldats tués, qu'il y a eu des attaques. Et ça nous affecte énormément, ça nous atteint. Ça nous atteint déjà, nous qui vivons sur Bamako ici, mais ça atteint aussi notre activité. Et c'est assez difficile de pouvoir travailler dans ces conditions. Et inquiétant aussi parce que vous avez une trentaine de familles qui vivent par rapport à votre établissement. Alors, nous avons une trentaine d'employés. Pendant la période de Covid, où la partie restaurant a été fermée, nous avons pu payer nos employés sans qu'ils ne travaillent, puisqu'ils étaient au chômage technique. Mais nous vivons dans une société où une personne qui est au chômage technique n'a aucun moyen de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Alors, il fallait bien qu'on puisse mettre la main à la pâte pour pouvoir les accompagner. Et pendant 3 mois, nous avons versé des salaires à nos employés qui n'avaient pas la possibilité de venir travailler, déjà pour pouvoir limiter l'accès au personnel extérieur, pour nous protéger du corona également, et du fait aussi que le restaurant était fermé, donc nous n'avons pas besoin d'un effectif complet au niveau du restaurant, juste du cuisinier et un serveur pour pouvoir s'occuper des résidents sur place. Fabiola, avant de se quitter, 3 conseils pour des jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Le premier, soyez passionnés. Le deuxième, formez-vous en métier de l'hôtellerie et de la restauration. Et le troisième conseil le plus important, croyez en vous, en vos rêves et ne laissez personne vous faire croire le contraire. On quitte un instant le Mali pour se rendre au Nigeria, où le gouvernement tente de relancer la production locale d'huile de palme. Mais vous le verrez, les investissements dans cette or rouge ne profitent pas forcément à tout le monde. Récit, François Wibo. Produire plus, Mika Ojo ne demande que ça. Il gère une petite plantation de palmiers dans le sud du Nigeria et possède aussi 150 hectares de terres cultivables. Il voudrait pouvoir exploiter le reste de son terrain. Seulement pour investir, il aurait besoin d'un coup de main. On n'est pas satisfait du niveau actuel d'opération. Comme vous pouvez le voir, nous avons besoin d'aide. On a besoin de capital, on a besoin que le gouvernement nous vienne en aide pour qu'à notre tour, nous puissions aider notre pays en employant plus d'ouvriers et en permettant à plus de personnes de pouvoir nourrir leur famille. Dans les années 60, le Nigeria était le principal producteur mondial d'huile de palme, mais il figure désormais qu'au 5e rang et doit importer la moitié de ce qu'il consomme. Le gouvernement a donc décidé de relancer cette industrie autrefois florissante à l'aide d'un vaste programme d'investissement. La Okomu Oil Palm Company est l'une des entreprises à avoir reçu des soutiens financiers et espère ainsi doubler sa production d'ici 2025. Nous avons été parmi ceux qui ont pu obtenir un prêt et cela nous a clairement aidé à développer notre nouvelle usine.
Mais les petits producteurs comme Mikaojo se disent exclus des aides financières accordées aux grands groupes par la Banque centrale nigériane. Pourtant, ces petits acteurs représentent 70% de la production au Nigeria. Le prêt de la Banque centrale, nous n'en entendons parler qu'aux infos. Même après avoir rempli tous les formulaires et fait toutes les démarches bien comme il faut, en fin de compte, le prêt ne nous est jamais parvenu. Cet argent n'arrive jamais aux vrais agriculteurs comme nous. C'est ça le problème auquel on est confronté. L'industrie de l'huile de palme est aussi sous le feu des critiques à travers le monde, notamment pour son impact sur l'environnement. D'après l'ONG Les Amis de la Terre, ces investissements feront plus de mal que de bien. L'argent investi dans la production d'huile de palme au Nigeria a de graves conséquences pour les communautés qui vivent ici, car leurs terres sont accaparées par les grands groupes industriels. Mais il y a aussi des dégâts écologiques à cause de la déforestation. Beaucoup de forêts vierges sont tout simplement rasées au nom du développement. En attendant, de nombreux Nigérians doivent encore dépendre de l'huile de palme. Mikaojo fait désormais travailler 30 personnes qui comptent sur son exploitation pour assurer leurs revenus. Anis Ogoma, et merci de nous rejoindre dans cette seconde partie de votre émission Questions d'argent spécial Mali. Je suis à Bamako devant le musée national du Mali, Bamako, qui signifie le marigot du crocodile en bambara. Ici à Bamako, les Maliens, comme j'ai pu le constater, savent comment se changer les idées. En boîte de nuit, lors de soirées karaoké ou dans des festivals, l'occasion de générer du revenu. Regardez. Devant des milliers de fans, Sidiki Diabaté, la star, est l'invité vedette de la première soirée du festival Bama Art. Un festival mensuel qui en a sa 3e année et qui fait partie des principaux rendez-vous culturels au Mali. On peut réussir en tant qu'artiste chanteur au Mali ? Oui, pourquoi pas? J'en suis la preuve vivante. De nombreux sponsors ont soutenu le festival. Un moment de ferveur important pour les Bamakois, même si globalement, les festivaliers dépensent beaucoup moins qu'auparavant. Le secteur de la culture a été fortement impacté, avec des manques à gagner considérables, allant jusqu'à 60% de chiffre d'affaires en moins par rapport à 2020, compte tenu de la pandémie de coronavirus, mais aussi de la crise politico-sécuritaire. La tenue de cette activité est vraiment nécessaire pour les gens parce que ça permet à tout le monde de s'évader, de s'épanouir malgré toutes les difficultés que nous traversons. Nous avons notre rôle à jouer au niveau économique et social parce que nous recrutons approximativement près de 5000 personnes dans l'année. Donc c'est des employés permanents et temporaires et tout, donc pour une masse économique de près de 145 millions. Donc répartis entre eux, en moyenne 25 000 francs par personne par édition. Pour s'amuser à Bamako, hormis les festivals, il y a quelques grandes discothèques, des bars, des maquis et de nombreuses soirées thématiques. L'un des hauts lieux de la vie nocturne de la capitale malienne, c'est le quartier Hippodrome, où certains n'hésitent pas à dépenser des milliers d'euros en quelques heures. Dans ce bar-restaurant, les chanteurs amateurs donnent de la voix lors de la traditionnelle soirée karaoké du vendredi. Et pourtant, cet établissement revient de loin. Il a été visé par une attaque djihadiste en mars 2015. 5 personnes ont été tuées, dont 3 Européens. Cette année se sont écoulées, mais l'impact de l'attentat pèse toujours sur l'activité de ce bar-restaurant. On est des gens qui restent debout, on a essayé, on a remonté et le travail est revenu un peu, tout va bien, mais jusqu'après on a eu le corona. Le corona nous a cassé complètement, comme partout dans le monde entier. Et voilà. Et maintenant, il y a un peu, la politique joue un peu, là, voilà. C'est pour cela maintenant, et pour travailler comme il faut, c'est un peu dur. Au Mali, les bars, restaurants et discothèques emploient des milliers de personnes. Mais avec des chiffres d'affaires à la baisse,
Les propriétaires d'établissements nocturnes et les organisateurs d'événements culturels n'ont pas d'autre option que de rester optimistes dans un pays qui doit faire face à l'insécurité et à la chute du tourisme. L'éloquence, c'est l'art de bien parler, l'aptitude à s'exprimer en toute aisance. Dans le monde actuel, on s'exprime souvent avec des abréviations. Pourquoi est-il si important d'être éloquent? Réponse dans cette chronique. Nous sommes plus de 70% à estimer souffrir de glossophobie, la peur de parler en public. Et nombre d'entre nous souhaiteraient être dotés d'éloquence, ce talent qui permet de produire des discours, qui persuadent, plaisent et touchent nos interlocuteurs. Tout d'abord, il faut noter que l'Africain moyen est polyglotte. Une étude effectuée en Ouganda sur 100 habitants révèle que 4 langues sont parlées par individu et être irréprochable grammaticalement devient difficile lorsque l'on gère plusieurs langues. Mais soyez rassurés, la véritable éloquence ne se satisfait pas de la seule maîtrise de la langue. C'est une combinaison du vocabulaire, de la structure des phrases et du langage corporel. Voici quelques astuces. Enrichir son vocabulaire. Nous disposons d'un certain nombre de mots de base que l'on emploie et entend dans la vie de tous les jours. C'est ce que l'on appelle le vocabulaire actif. Il y a aussi le vocabulaire passif, constitué de mots que l'on comprend lorsqu'on les lit ou qu'on les entend, mais que l'on n'emploie pas spontanément. Pour être plus éloquent, il faut développer son vocabulaire passif. Pour cela, la lecture est primordiale, ainsi que des exercices comme les mots croisés ou les mots fléchés. Deuxièmement, structurer sa pensée. C'est être capable d'identifier et de nommer des éléments de pensée, c'est également apprendre à les catégoriser et à les hiérarchiser. Il faut se poser les questions suivantes. À qui mon discours s'adresse-t-il? Quel message est-ce que je souhaite faire passer? Comment vais-je le faire passer, ce message, et de manière simple et cohérente? Troisièmement, le langage corporel, c'est la principale forme de communication constituée du maintien, du regard, de la gestuelle, du rythme de la voix. Mais commençons par la respiration. C'est la base fondamentale de la prise de parole. Avant de prendre la parole, prenez toujours 3 grandes inspirations et reprenez-en au moins 2 à la fin de chaque point important de votre intervention. Prendre de longues inspirations permet par ailleurs de ponctuer votre intervention, de placer des pauses et d'attirer ainsi l'attention de votre interlocuteur. Enrichir son vocabulaire, structurer sa pensée et respirer vous permettront de travailler votre éloquence, mais n'oubliez pas, le silence est parfois plus éloquent que les mots. C'est déjà la fin de notre émission Questions d'argent spéciale Mali. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.